Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si il faut vous appeler Monsieur le Premier ministre ou Monsieur Lionel Zinsou. Finalement, qu'est-ce que vous préférez? Je suis plus habitué à Lionel Zinsou, si vous voulez. Ça fait 60 ans, tandis que Monsieur le Premier ministre, ça fait 6 semaines. Donc Lionel Zinsou me paraît plus adapté. Nous passerons de l'un à l'autre selon les circonstances. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons fait venir essentiellement pour nous dire ce que vous retenez des 55 ans d'indépendance que nous avons connus. Vous êtes assez âgé pour les avoir parcourues toutes. Qu'est-ce que vous en retenez au jour d'aujourd'hui? Alors d'abord, je pense que 55 ans, c'est souvent l'âge de la maturité pour les personnes, mais c'est très jeune pour les États, c'est très jeune pour les nations. Très souvent, nous avons pour partenaires des peuples qui se sont constitués en États il y a des milliers d'années. Donc nous sommes vraiment une nation jeune. Et qu'est-ce qu'on a appris de notre jeunesse? On a appris, je crois, que l'indépendance, ce n'est pas facile. L'indépendance, ce n'est pas comme un long fleuve tranquille. Nous avons conquis quelque chose grâce à nos pères qui est la souveraineté et l'indépendance politique. C'était absolument essentiel. C'était la condition de la dignité. Avant l'indépendance, il y avait deux catégories de citoyens, ceux qui étaient admis comme citoyens et ceux qui étaient des sous-citoyens, qui avaient un statut qui restreignait leurs droits. Donc le fait que nous ayons créé un État libre de se gouverner, libre de se donner ses lois, c'est une très grande victoire. Le fait que nous l'ayons obtenu dans la paix, il y a eu des luttes importantes, mais il n'y a pas eu des événements sanglants qui ont précédé cette conquête de l'indépendance. À certains égards, il y a des peuples qui ont combattu dans la fureur, dans la violence pour nous, qui avaient fait cela avant nous. Et donc nous avons pu bénéficier de quelque chose qui a été une transition vers l'indépendance positive et non violente. Mais nous n'avons pas conquis tout de suite notre indépendance économique. Notre indépendance économique, c'est quelque chose qui commence. Et en fait, qui a commencé là aussi parce que d'autres pays, des pays frères, des pays émergents, ont connu des croissances vigoureuses, sont devenus des puissances internationales et ont commencé d'apporter quelque chose qui est au fond important, qui est la concurrence, et la concurrence à notre service. On ne pourrait pas dire que nous aurions conquis complètement seuls notre indépendance économique. Nous l'avons fait parce qu'on a renforcé l'intégration. Par exemple, l'UMOA pour ce qui est de l'union financière et monétaire. Par exemple, la CEDEAO qui nous permet maintenant d'échanger beaucoup mieux avec tous les pays frères, y compris les pays anglophones, y compris le grand Nigeria et le grand Ghana, et qui font que le Bénin maintenant appartient et est regardé comme ça à une zone économique puissante de 300 millions de consommateurs. Et nous ne l'aurions pas fait sans la Chine, et nous ne l'aurions pas fait sans l'Inde, et nous ne l'aurions pas fait sans le Brésil, qui sont devenus des partenaires de choix, des partenaires qui nous donnent le choix. Sinon, au fond, nous serions restés sous tutelle des intérêts économiques qui précédaient la colonisation. Et tout d'un coup, l'intégration africaine et la coopération avec des partenaires de plus en plus différents, ça nous a donné les moyens de commencer à dégager une vraie indépendance économique. Et il n'y a pas de mystère. Nous faisons une croissance forte, qui n'est pas encore suffisante, mais qui est supérieure à 5%, c'est-à-dire 5 fois la croissance de l'Europe. Nous faisons ça au Bénin, et nous faisons ça dans notre région d'Afrique de l'Ouest. Et c'est sans mystère. Nous le faisons peu ou prou depuis un peu plus d'une dizaine d'années, parce que nous avons désormais une beaucoup plus grande variété de ces partenariats. Donc il a fallu apprendre à conquérir l'indépendance économique. Et pour les années qui viennent, pour la génération qui monte, pour nos enfants, il va falloir ancrer cette indépendance économique dans une vraie indépendance sociale, dans une vraie indépendance culturelle. C'est pour ça que moi j'ai toujours attaché énormément d'importance à la culture. L'indépendance identitaire. L'indépendance identitaire, je trouve que c'est fondamental. Vous savez, on peut dire que nous sommes 165e au développement humain.
Mais personne n'osera dire que nous sommes 165e en musique ou que nos plasticiens, nos peintres sont 165e à la surface de l'humanité. Il y a une dimension de créativité, de liberté et de fierté identitaire qui sont, à mon avis, la troisième étape de l'indépendance. Nous avons notre droit, nous avons notre art, nous avons toujours eu notre art, mais nous avons notre art qui est reconnu maintenant et qui est bien connu. Les artistes commencent d'être bien connus de leur public et qui est reconnu dans le monde entier. Et cette indépendance culturelle, juridique, c'est la troisième volet de l'indépendance. Revenons un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des personnes qui prétendent que c'est parce que nous n'avons peut-être pas conquis l'indépendance politique dans le bruit et la fureur, comme vous disiez, que nous sommes quelquefois en retard par rapport à la prise de conscience qu'il nous faut pour construire véritablement une nation forte. Alors moi, je ne partage pas du tout cette thèse. Je pense que quand on regarde ceux des pays frères qui se sont faits dans le sang, je les trouve ni plus ni moins indépendants que nous, ni plus ni moins fiers, ni plus ni moins forts de leur identité. Ce qu'ils ont en plus, ils ont des souvenirs d'oppression très violente, ils ont des souvenirs de libération, ça c'est vrai. C'est important pour une nation. Est-ce que ce n'est pas un soubassement qui permet de construire en pleine conscience de ce qu'on est? Non, je crois que la guerre n'est pas une précondition de l'identité. Je pense que la violence n'est pas une précondition de l'identité. Certains de nos pays frères ont été indépendants en même temps que nous et ont connu de graves troubles, et même quelque chose comme des guerres civiles, parmi les plus grands pays francophones. Est-ce qu'ils sont plus forts aujourd'hui d'avoir dû connaître des troubles profonds? Non, je pense que nos pères ont dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence pour que notre indépendance soit une indépendance relativement sereine et pacifique. Et je crois qu'il faut que nous leur rendions hommage de ça. Moi, je suis impressionné par tous les Paul Razumé, par les Aguessi, par tous ces gens qui ont été des indépendantistes dès les années 20 et les années 30. Il y a tout un travail intellectuel qui s'est fait. Ça, c'est une autre guerre. C'est une guerre intellectuelle. Elle a été objectivement menée dans ce pays d'une façon assez admirable. Vous parliez tout à l'heure de l'indépendance économique et si je vous ai bien compris, elle est en construction chez nous. Qu'est-ce qu'il lui reste à accomplir pour que nous soyons vraiment un pays debout économiquement? Il y a une chose qui est frappante, c'est que notre population est debout. C'est très impressionnant tous les efforts pour vivre bien et survivre qui sont accomplis par la population. La moitié de notre population travaille dans les campagnes, à l'agriculture ou divers services ruraux. C'est une condition qui est souvent assez difficile. Ils sont debout et ils font des progrès. Vous savez, accomplir son indépendance économique, c'est faire ce que les cotonculteurs ont fait en 5 ans, c'est-à-dire passer de 700 kg de production à l'hectare à plus d'une tonne. Bon, c'est ça. Et avec leurs enfants, dans les 10-15 ans qui viennent, ils vont passer à 2 tonnes. Et je vous assure, la différence entre 700 kg et 2 tonnes, c'est qu'on envoie les enfants à l'école, on peut dégager assez de surplus pour se protéger des accidents de la vie, on peut réinvestir, et ça, c'est en train de se faire, et dans tous les domaines. C'est vrai aussi dans l'industrie, c'est vrai dans les services. Regardez, notre port, il y a 22 000 salariés qui travaillent dans son enceinte, c'est la plus grande entreprise du pays, et c'est un rassemblement de beaucoup d'entreprises dans l'enceinte du port. On ne dit pas assez, mais il a doublé sa production depuis 3 ans. Doublé. Et ça, c'est vraiment le travail des gens, le travail des gens dockers, des transitaires. Notre pays est debout. Mais il y a quelque chose qui reste à accomplir, c'est à le gérer d'une façon telle que l'État facilite pour les citoyens la réalisation de ce qu'ils veulent accomplir. Quand un jeune qui a été formé en agronomie revient dans le village de ses pairs où la formation en agronomie est très nécessaire pour guider toute la communauté, lui faciliter le travail. Et ça, on ne sait pas tellement le faire. Et on a beaucoup à inventer là-dessus. Moi, j'ai pas mal d'idées sur comment on aide les gens
à s'aider eux-mêmes, comment on les aide à rentrer dans l'emploi. On a fait, depuis 8 ans, à Dassazoumé, avec une petite coopérative qu'on avait créée chez moi il y a une dizaine d'années, une expérience qui consiste à aider des entrepreneurs du département du Colline. Ça s'appelle SENS, Solidarité Entreprise Nord-Sud, parce que on avait demandé à des entreprises, en l'occurrence d'une région de province française, depuis ça a été développé avec les Suisses, la coopération suisse, et ça prend de l'ampleur. On avait demandé à ces entreprises d'aider, de parrainer, de fournir des débouchés, de fournir de la formation technique, d'aider au décollage et ensuite de devenir des partenaires. Mais on a quand même créé des centaines d'emplois avec cette initiative. Je crois à ces initiatives. D'ailleurs, je crois de façon générale qu'il n'y a pas que l'État, il y a le mouvement associatif. Je crois que c'est très très important. Les ONG, les associations, les fondations. Et il faut qu'on trouve tous ces moyens et il faut que l'État ait une doctrine et que cette doctrine soit de servir un client roi qui est le citoyen et de dire comment je peux vous faciliter la vie. Ce rôle de facilitateur, l'État régalien, l'État qui a construit une identité, c'est vrai, il n'a pas encore vraiment cette tradition-là et on a vraiment besoin de ça. Oui, vous en parlez justement, et la plupart des citoyens regardent aujourd'hui l'État beaucoup plus comme un prédateur que comme un serviteur. Non, vous savez, on a travaillé, là dans le cadre de la Fondation familiale, on a travaillé avec les soignants de 5 services du CNHU Hubert Maga pour améliorer l'environnement, réhabiliter ces services. Le dévouement des soignants est tout à fait extraordinaire. Vous avez eu les résultats du baccalauréat. Il y a des élèves qui ont eu des performances excellentes du secteur d'ailleurs privé et du secteur public de l'éducation. Mais ce qui est frappant, c'est le dévouement quand même des enseignants. Ce sont les fonctionnaires aussi. Puis vous avez les fonctionnaires d'autorité, vous avez des fonctionnaires qui assurent notre sécurité. Songez quand même qu'en termes de sécurité, il fait quand même bon vivre au Bénin à bien des égards. Et si vous regardez autour de nous, c'est plus compliqué. Donc, ne caricaturons pas la fonction publique. Elle rend aussi des services à la population. Mais ça existe aussi. Dans ce cas, Monsieur le Premier ministre, ne parlons pas de l'État ou des fonctionnaires, si vous voulez. Parlons tout simplement des gouvernants, de ceux qui nous dirigent. Est-ce que de ce côté-là, le bas ne blesse pas quelque peu? Je crois que là aussi, il y a des gens qui ont fait en sorte que ce pays qui avait 40 000 enfants scolarisés à l'indépendance, on a 4 millions. C'est pas très facile de gouverner cette marée humaine et d'ouvrir des droits. Mon oncle Cyril Aguessi a écrit un tableau du Dahomey en 1955. Il a dit il y a un hôpital, il écrit il y a un hôpital à Cotonou et on va commencer de construire un dispensaire à Parakou. Et c'était tout. Aujourd'hui, regardez ce qui a été créé. Donc, il ne faut pas jeter la pierre aux gouvernants en disant regardez, nous n'avons encore qu'un revenu par tête un peu inférieur à 1 000 $ et nous atteindrons toute la dignité et nous satisferons aux besoins sociaux fondamentaux quand nous serons à 5 fois ça. C'est vrai. Donc on peut dire on n'a fait qu'un cinquième du chemin qui conduit au vrai bien-être, à la vraie égalité des chances. Ça c'est vrai. Mais regardez quand même ce qui a été parcouru en 55 ans et essayez d'imaginer ce qu'était le tableau du pays quand on ne scolarisait pas. Aujourd'hui, par exemple, quelque chose qui, moi, m'obsède et qui obsède toute la population, c'est l'impossibilité d'accéder à l'électricité. Mais vous voyez, en 10 ans, on a triplé nos besoins d'électricité et donc on n'arrive pas à suivre, d'autant qu'on était parti avec un retard incroyable. Mais raison de plus, Monsieur le Premier ministre, pour que quelque part on se désespère un peu quand on entend parler de corruption au niveau, on en entend parler, quand on entend parler de détournement, quand on a le sentiment que la gestion d'un État comme le nôtre, où les besoins sont si grands, devient des fois tellement médiocre. Donc vous me demandiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut accomplir?
Et je vous répondais, il faut accomplir des progrès de gestion de cette indépendance économique. Et donc nous parlons bien de la même chose. Ce que je ne vous ai pas laissé dire, c'est que faut-il pour être un pays debout? Parce que je vous dis, les Béninois sont debout. Et sont debout et au travail. Et font des efforts admirables et obtiennent des résultats admirables. Et je vous ai pris l'exemple de la productivité agricole, malgré toutes les difficultés, et malgré le changement climatique, et malgré les sujets de gestion. Et puis vous avez resserré sur les gouvernants. Et je vous ai dit, non, je ne vous laisse pas dire que les gouvernants sont en dessous de la tâche, parce que regardez ce qui a été accompli. Mais je vous donne acte du fait que si nous ne faisions pas de progrès de gouvernance dans le sens de la transparence, si on ne le faisait pas dans le sens de l'éthique, s'il y avait des gens pour trouver normal que non seulement on détourne des fonds, mais qu'en plus on les détourne sur des sujets essentiels, comme l'eau potable, ce qui est une double barbarie, c'est un double cynisme, c'est une double faute, ce qui mérite une double peine. C'est non seulement c'est détourner des fonds, d'ailleurs de l'aide internationale, mais d'ailleurs il y a d'autres acteurs qui détournent des fonds du budget national. Et en plus, pour une cause qui est une cause urgente, une de ces causes aussi urgentes que l'accès aux soins, que l'accès à l'éducation, que l'accès à l'électricité. Je vous laisse dire en effet que si cette gestion devait perdurer, à ce moment-là, notre vraie indépendance serait en cause. Donc là, oui, il y a une situation d'urgence. Le Bénin n'a pas le luxe. Il y a de grands pays qui, en Afrique, sont connus pour être des pays où la corruption règne en maîtresse. Des pays qui ont des ressources, des pays qui gaspillent la ressource. Nous n'avons rien à gaspiller, rien. Donc, ce n'est pas du tout que nous soyons le pays africain le plus corrompu, il s'en fout de beaucoup. C'est que nous n'avons pas le luxe de nous permettre quelque chose comme ça. Et je pense que ça va vraiment être l'enjeu politique des années qui viennent, de faire un saut qualitatif. Ça a commencé, j'étais très fier de pouvoir installer le bureau de l'auditeur général qui va être une nouvelle façon de contrôler ce qui se passe dans l'État. Je suis confiant dans ces résultats. J'étais fier que nous rendions public extrêmement vite sur le rapport concernant l'eau potable, au fond, la mécanique, le tableau de la corruption, et que nous rentrions en sanctions rapidement. Mais ça n'est que le début. Nous devons absolument que pour ceux qui sont la minorité, parmi nos gouvernants, comme vous dites, ou notre administration centrale, ou même certaines de nos administrations locales, parce que vous savez comme moi que ça existe aussi, et que ça traverse les forces politiques. C'est pas vrai que l'alternance garantisse à elle seule la fin de la corruption. Ça n'est pas vrai. C'est quelque chose qui traverse les forces politiques. C'est une minorité. Et cette minorité, il faut absolument qu'elle rentre dans le rang, qu'elle rentre dans le respect de la règle de droit. Encore une fois, nous sommes très très loin d'être le pays le plus corrompu du monde et d'Afrique, mais nous sommes un de ceux qui ne peut absolument pas se le permettre, parce que vraiment ça va directement contre le citoyen. Quand on ne fore pas un puits, quand on détourne l'argent d'un forage de puits, on peut compter les victimes, on peut les nommer par leur nom. Elles sont là, autour de ce forage qui n'a pas été fait, et ce sont ceux qui attendront 3 ans de plus pour avoir accès à l'eau potable. C'est une situation que nous n'avons absolument pas le luxe de nous offrir. Et donc je pense que c'est la grande question des années qui viennent. Qualité de la gestion et qualité de la règle de droit. Qualité de la gestion, parce que la corruption, c'est ce qui interdit la qualité de la gestion. L'une des raisons pour lesquelles notre gestion est encore défaillante, c'est parce que ça facilite la corruption d'avoir une gestion tâtonnante. Justement, et c'est d'ailleurs ce qui fait que si vous, Monsieur le Premier ministre, apparemment vous êtes manifestement un homme optimiste, les Béninois ne le sont pas souvent. Ils ont tellement souvent entendu parler de lutte contre la corruption, ils ont vu mettre en place beaucoup d'organismes pour lutter contre la corruption sans grand résultat. Quels sont les gages qu'offrent les nouvelles structures que vous mettez en place ou que l'actuel gouvernement met en place? Vous savez, il y a une phrase de Cocteau, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Vous pouvez dire la même chose sur l'honnêteté. Il n'y a pas d'honnêteté, il y a des preuves d'honnêteté. Donc
sommes une démocratie. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on dise demain, dans le débat de la présidentielle, montrez-nous des preuves. Est-ce que vous êtes en train de faire des choses qui prouvent que vous voulez les résultats? Et vous qui allez gouverner demain, prouvez-nous que vous saurez le faire et que vous voulez le faire. Prouvez-nous que vous n'avez pas financé votre campagne électorale comme dans le passé. Prouvez-le. Parce que c'est bien de faire des campagnes électorales où on fait une débauche d'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait des pactes de corruption et demain on remboursera. On remboursera. Et le seul moyen de rembourser, c'est une économie au noir, c'est des marchés publics truqués. Prouvez-nous, vous qui êtes les nombreux présidentiables, que vous prenez ça au sérieux, que vous avez une campagne sobre, respectueuse des citoyens, qui n'achète pas les citoyens, qui n'achète pas les notables. Prouvez-nous que vous n'êtes engagé dans aucun pacte de corruption avec des gens que vous rembourserez avec des délits demain. Moi, je pense que c'est à l'opinion de s'en emparer. Parmi les choses que nous allons essayer de mettre en place, c'est des vrais défenseurs des droits des citoyens, qui localement sont des gens qu'on peut aller voir pour dire on me prive de mes droits, on m'impose des choses qui sont contre l'éthique. De façon que ce soit l'opinion qui s'empare de ces choses. Moi, je crois que l'État doit maintenant aider systématiquement les organisations qui s'occupent de droits humains, les organisations qui s'occupent de défense des consommateurs. Vous savez que je crois au mouvement associatif. Je ne vais pas créer une fondation avec ma famille, avec mes enfants, avec mes filles. Il y a 10 ans, si je n'y croyais pas, je crois énormément au mouvement associatif. Je dis c'est aux citoyens d'empêcher que la corruption soit possible. Et à l'intérieur de l'État, on est fondé à demander à ceux qui veulent des responsabilités, prouvez-nous que vous allez le faire. Il n'y a que les preuves. Sinon, ça restera du discours, je suis d'accord avec vous. Alors, en parlant comme vous venez de parler, vous m'avez fait penser un moment que vous étiez un présidentiable. Le serez-vous? Alors, non, si vous avez compris ça, ce que je ne peux pas imaginer, c'est que vous n'avez pas totalement compris. Ce que je veux, c'est qu'on essaye de donner des preuves qu'il y a une autre gestion possible. Je lis de temps en temps que le Bénin n'a pas besoin d'homme providentiel et qu'il n'a pas besoin de Messie. Et je suis entièrement de cet avis. Il n'a pas besoin de Messie et il n'a pas besoin d'homme providentiel. Il a besoin d'un certain nombre de gens honnêtes, mais surtout il a besoin qu'on donne des preuves, qu'on mette sur la table des preuves. Quand on veut gérer mieux, on peut. Quand on veut gérer vite, on peut, parce qu'on peut soulager les populations sur des sujets d'électricité, d'eau rapidement. Rapidement, c'est-à-dire en quelques mois. On ne l'a jamais fait. Donc, quand on veut agir vite, on peut. Quand on veut agir honnêtement, on peut. Quand on veut sanctionner, on y parvient. Et donner des preuves. Et qu'ensuite, la population se dise, tiens, on a vu des preuves, et je vous assure qu'il y a parmi les présidentiables, peu de messies, ça c'est vrai, peu d'hommes providentiels, mais des gens solides, des gens de qualité. Plusieurs sont mes amis, et j'ai depuis des années avec certains d'entre eux parlé de leur ambition en matière présidentielle, et il y en a plusieurs avec qui je serais très confortable s'ils sont demain présidents du Bénin. Par conséquent, mon sort personnel n'a rien à voir avec tout ça. Donnons des preuves qu'on peut quand on veut, et qu'on l'a montré, on l'a prouvé. Et la population verra la différence, et elle dira au présidentiable de demain, eh bien écoutez, avancez, quand on veut, on peut, alors faites-le. Alors, c'est la mission que vous fixez pour les quelques mois où vous serez au service du gouvernement, manifestement. Absolument. J'ai essayé de donner des preuves. Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont accès à l'électricité au bout de 9 mois? Est-ce qu'il y a plus de gens qui ont accès à l'eau potable? Est-ce qu'on a repris et voire amplifié le programme d'eau potable? Et je vous assure que je vais passer une partie de mon temps aux Pays-Bas pour montrer que le gouvernement agit. Est-ce que quand des gens sont... on est entré en sanction, que la justice fonctionne, est-ce que la justice a les moyens? Vous voyez, pour une affaire comme l'affaire PPEA2, l'affaire d'eau potable, il y a beaucoup de pays où on nommerait un procureur spécial en lui donnant un budget. Disons, voilà, tu as 10 millions de dollars, c'est tellement compliqué, il y a tellement de gens concernés. Eh bien, est-ce que notre justice a des moyens? Moi, je crois que notre justice
elle est un peu l'ombre d'elle-même parce qu'elle a très peu de moyens matériels, elle a peu de juges, peu de greffiers, peu d'experts. Il faut qu'on lui donne, sur une affaire comme celle-ci, ou d'autres de la même nature, des vrais moyens. Parce que c'est bien de dire on va entrer en sanction, mais si on n'a pas une justice et une police qui peuvent, c'est les délinquants qui vont gagner. Et on en a vu des délinquants qui gagnent, on en a vu, et cette impunité, on dit toujours que c'est un complot pour que les gens ne soient pas punis. Mais c'est d'abord une impossibilité de la justice de poursuivre. Donc il faut qu'on travaille sur les moyens de la justice, notamment dans ces enquêtes qui concernent la règle de droit, l'État, la gouvernance, la gestion. Donc moi, mon job, mon travail, c'est de dire, bon, est-ce que vous êtes plus nombreux à avoir l'électricité? Est-ce que vous êtes plus nombreux à avoir l'eau potable? Est-ce qu'on a débrouillé cette affaire? Est-ce que la gouvernance a fait quelques progrès? Ou est-ce qu'on est toujours dans un modèle dans lequel on n'arrive pas à sanctionner? Est-ce qu'on a donné un peu plus de moyens au système de santé? Est-ce qu'on a, en matière d'éducation, une vision de l'avenir? Et à mon avis, la vision de l'avenir, elle s'appuie beaucoup sur le fait que nos enseignants ont besoin des nouvelles technologies. Ils ont besoin de pouvoir se former en continu pendant leur vie professionnelle. Et ils ont besoin que les enfants devant eux puissent aussi utiliser certains moyens qu'Internet donne. Comment on fait pour avoir l'Internet dans un collège qui n'a pas l'électricité? Et c'est ça mes problèmes. Si on peut mettre des solutions solaires en place rapidement pour que les collèges aient l'électricité, pour qu'on puisse avoir un ordinateur. Vous avez une augmentation, moi j'ai fait un petit test dans un collège sur des tablettes, des petites tablettes numériques pour que les enfants aient des livres à travers une tablette numérique pas très chère. C'est 40% d'amélioration du résultat en composition. Vous imaginez un BEPC où vous auriez 40% de plus, ou un baccalauréat. On a fait un progrès déjà pour le baccalauréat cette année par rapport aux années précédentes. Vous ne seriez pas à 34%, vous seriez quelque part autour de 45% de résultats parce qu'on aurait donné des moyens de travail aux enfants. Bon, si on y arrive, alors, à mon avis, les populations diront aux candidats, écoutez, il faut que vous alliez dans cette direction-là. Vous parlez là de choses qui sont très matérielles, mais adressons-nous un peu au sous-bassement. Vous parliez tout à l'heure de culture, vous avez parlé d'éducation. Beaucoup de gens incriminent chez nous aujourd'hui le système de valeurs lui-même, en disant qu'il y a beaucoup de contre-valeurs qui circulent aujourd'hui et qui donnent les résultats que nous observons. Quel est votre point de vue sur la question? D'abord, il faut cesser de se flageller avec les résultats que nous observons. Les gens vivent mal parce qu'on est dans un pays en développement et pauvre. Mais enfin, nous avons une croissance robuste, nous n'avons pas de déficit budgétaire significatif, nous n'avons pas d'inflation. Vous savez, on vit encore plus mal quand on vit dans les mêmes conditions que nous et qu'en plus on a 15% d'inflation ou 30% d'inflation. 15% d'inflation, vous regardez à l'Est, 30% d'inflation, vous sautez un pays, vous regardez à l'Ouest. Donc ça existe. Donc nous n'avons pas ça. Nous avons très peu d'endettement. C'est-à-dire que si nous voulons faire un effort de développement, donner un coup de rein, on sait le financer parce qu'on a la faculté de s'endetter. Donc les résultats que nous observons ne sont pas si catastrophiques que ça. Mais on vit mal et notamment on a une inégalité fondamentale, c'est-à-dire qu'on a plus du tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, qui est pauvre, et à l'intérieur de ce tiers, on a 10% de ces gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont on peut craindre qu'ils ne puissent pas sortir de la pauvreté. Il y a des gens qui sont sous le seuil de pauvreté, mais on sait que si on augmente le rendement agricole, si on leur donne des chances, des petits moyens, si on accroît le microcrédit, si on construit la route, on peut sortir de la pauvreté. Et puis il y a 10% de ces 30 ou 40% de Béninois dont on peut se craindre, et c'est sur eux qu'il faut mettre tout l'effort, qu'eux ne puissent pas sortir, que quelque route que ce soit, quelque électricité Vous que ce parlez soit. fondamentalement là de volonté politique, mais ce n'est pas ce qu'on observe, et c'est pour ça que je parlais de contre-valeurs. Oui, les contre-valeurs sont prônées justement par des gens qui donnent le mauvais exemple aujourd'hui. Oui, alors si vous voulez, je commentais, je reconnais, je ne répondais pas à votre question, je commentais votre question dans sa forme en disant les résultats que nous observons. Les résultats ne sont pas si catastrophiques, mais on a un problème, c'est l'inégalité. Il faut le traiter, il faut tout concentrer comme moyen sur les plus pauvres. Et d'ailleurs, quand on fait de la corruption, il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour faire du clientélisme.
et qui se défendent presque de faire la corruption en disant ça profite à beaucoup de gens. Non, ça appauvrit les gens. Ça appauvrit les gens. C'est de l'argent qui est prélevé et qui devrait aller précisément à ces gens sur des programmes sociaux, ces gens qui sont les plus pauvres, ceux qui ont un vrai risque quant aux chances de sortir de la pauvreté. Maintenant, votre question, c'est pas ça. Votre question, c'est est-ce que les valeurs sont notre handicap? Et il y a d'ailleurs un candidat que je respecte beaucoup qui a fait enfin je ne sais pas s'il est candidat d'ailleurs, mais enfin une personnalité politique qui inscrit son discours dans une réflexion morale sur la bonne, mauvaise conscience et le redressement de la conscience nationale. Donc c'est quelque chose qui est entré dans le débat politique et je m'en félicite. Et je trouve qu'il a tout à fait raison, pour prendre son exemple, de se mettre sur le terrain des valeurs. De même qu'il y a des candidats qui attachent de l'importance aux valeurs spirituelles et qui en parlent, et c'est très important. Donc je suis d'accord sur le fait qu'il faut une vraie réflexion morale. Mais ce n'est pas le Bénin, ce ne sont pas les Béninois. Il ne s'agit pas de changer la mentalité des Béninois. Il ne faut pas confondre les Béninois avec 0,1% de Béninois, une toute petite partie, qui ont des contre-valeurs, qui sont dans le cynisme, qui sont dans le scepticisme systématique, qui sont dans le complotisme permanent, qui trouvent que c'est tout à fait naturel de se succéder au pouvoir les uns les autres de façon à, comme on dit, bouffer, c'est ça le terme? C'est le terme qu'on utilise ici. Le vous auriez pu parler de prédation. Et vous préférez parler de prédation, et moi aussi. D'ailleurs, il y a un très respecté éditorialiste, qui est un grand professeur et qui fut un ministre de ce gouvernement, assez singulier que ça paraisse, qui a écrit, me concernant, qu'il aille bouffer chez Hollande. Mais je le rassure tout de suite, je ne bouffais pas chez Hollande, je gagnais ma vie. Je faisais mon métier. Et je ne boufferai pas au Bénin. En l'occurrence, ma fonction est une fonction éphémère et brève. Je n'aurai pas le temps d'avoir la moindre mauvaise pensée. Et je suis entièrement dédié à faire autre chose que bouffer, et même voire à empêcher un certain nombre de faire de la prédation, qui me paraît un terme beaucoup plus élégant. Non, c'est pas du tout la réformation morale de nos concitoyens. C'est la réformation morale de ceux de nos dirigeants qui se sont éloignés du chemin, et qui ne sont pas la majorité de nos dirigeants, mais qui sont une partie de nos dirigeants. Et de temps en temps, on m'a dit, cyniquement, ah, vous venez pour quelques mois, mais vous n'aurez pas le temps de faire quoi que ce soit. Au Bénin, on ne fait jamais quelque chose en quelques mois. Les Béninois ne sont pas comme ça. Et on me parle de la mentalité béninoise. Mais moi, je connais les Béninois. J'ai une famille, il y a des salariés, il y en a à la fondation, il y en a dans une entreprise que j'ai créée, il y a des associations auxquelles je participe, les actions de Care Bénin, les actions de Sens dont je vous parlais tout à l'heure, à Dassazoumé. On a fait des opérations de microcrédit pour les femmes exclues du microcrédit dans les colis. Mais moi je connais les Béninois, mais ils ne ressemblent pas du tout à ça. Mais ils n'ont absolument pas besoin de réformation morale. D'ailleurs, regardez, on est un peuple où les églises sont pleines, où les temples sont pleins, où les mosquées sont pleines, et évidemment où les pasteurs ne sont pas exemplaires. Mais absolument, et où les couvents sont pleins. Et je ne vous dis pas du tout que d'être pasteur, d'être prêtre, c'est nécessairement un passeport de vertu. Quand vous avez une population faite de milliers, de dizaines de milliers d'individus, évidemment qu'il y a ce 1% comme ça, irréductible de gens, et ça fait quelques dizaines ou centaines de personnes qui se sont éloignées du chemin. Maintenant, je ne dirais pas un instant que les églises réformées, ou l'Église catholique, ou la communauté islamique, ou nos communautés vaudou, d'aucune manière, ce sont des gens qu'il faut réformer moralement. Ce sont des gens qui ont un sens du dévouement qui est inné, un sens de la solidarité qui est inné. Il ne s'agit pas de réformer les Béninois, ça ce serait une erreur, ce serait même une faute contre l'humilité. Il s'agit de faire que les dirigeants soient à la hauteur des peuples. Il faut changer complètement. Chaque fois que je vois dans un projet de développement, il va falloir se pencher vers les Béninois et leur apprendre quelque chose. Je dis non, ce n'est pas ça notre sujet. Il va falloir partir de leur savoir pour leur permettre d'améliorer encore leur performance. Nous avons un peuple qui n'est pas du tout analphabète. Tout le monde est plurilingue. Nous avons un peuple qui peut être alphabétisé dans divers ordres, en
français ou dans d'autres langues. Mais nous avons un peuple qui a des savoirs, qui a des valeurs, qui a des traditions. Et elles sont très très fortes. Et il ne s'agit pas du tout de les réformer. Donc moi, je ne me considère pas comme un politicien, pour être sincère. Mais quand je regarde des gens qui font de la politique, je me dis, oui, il faut être précis. Les gens à qui on doit rendre une conscience et essayer de nettoyer la conscience pour qu'elle soit une bonne conscience. Et les gens qui doivent avoir un changement de mentalité, si on veut projeter ce pays encore plus loin, et notamment répondre aux problèmes qu'on n'a pas su résoudre, disons-le, l'emploi des jeunes par exemple, la lutte contre les inégalités extrêmes, cette extrême partie que j'évoquais de notre population qui n'a plus de chance. Bon. Si on veut faire ça, ceux qui doivent se réformer, ils sont tout en haut dans la société. Tout en haut. Et la société, elle est parfaitement saine. Et je crois qu'il faut commencer par dire ça. Et moi, je le vois tous les jours avec les gens qui travaillent avec moi, qui travaillent pour moi, qui j'ai éventuellement pu fournir un emploi. J'ai beaucoup de respect pour eux. Dernière question que je vais vous poser, Monsieur le Premier ministre. À la veille de la célébration de notre 55e anniversaire d'indépendance, quelles sont les perspectives que vous voyez pour ce pays, pour le Bénin? Je pense que la génération qui vient vivra mieux que la génération, la mienne, et que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui doutent de ça. Ils pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, qu'ils ont vécu un âge d'or. Nous, c'est l'inverse. Et je pense que cette génération est beaucoup mieux formée. Je pense qu'elle est très moderne. Je pense qu'elle est sur les réseaux sociaux, qu'elle travaille avec son smartphone. Je pense qu'elle est connectée. Je pense qu'elle connaît le monde. Je pense qu'elle est fondamentalement démocrate. Que la vraie protection de la Constitution, c'est les gens, et notamment les jeunes, qui sont extrêmement exigeants. Surtout, ils savent tout ce qu'il y a dans le monde qui se fait et dont ils pourraient bénéficier si c'était dûment répliqué dans notre pays. Et ils savent aussi qu'on peut même innover, apporter des choses au monde. À Songhai, on apporte des choses au monde, c'est-à-dire des rendements que personne ne sait obtenir dans des conditions écologiques incroyables. Mais à Fidji-Rossé, à 1 kilomètre, on a des jeunes gens qui travaillent sur des applications numériques. Donc, on est cette fois-ci dans le cyberspace, c'est-à-dire on est dans ce qu'il y a de plus mathématique, de plus avancé, et qui aujourd'hui améliore les applications de l'université la plus prestigieuse de Californie, celle de Stanford, pour ce qui est de son enseignement de masse à distance. Et c'est fabriqué où? À Fidji-Rossé, dans un petit laboratoire de start-up absolument brillantissime. Et c'est ça notre pays, c'est-à-dire du rendement risicole à 3 récoltes par an et des applications numériques. Et c'est ça cette génération. Et moi, ma responsabilité, pour le peu de temps où j'ai une responsabilité publique au lieu d'avoir une responsabilité d'entreprise ou une responsabilité associative, qui sont les 2 vies que j'avais jusque-là, eh bien, ma responsabilité, c'est d'aider ces gens-là, d'aider Songhai, d'aider le Startup Studio. Et je prends ces exemples, mais on pourrait en prendre des dizaines. Ils sont exaltants. Cette génération-là, si l'État facilite son travail, mais il y a beaucoup de choses à faire pour faciliter le travail des internautes du Bénin, et il y a beaucoup de choses à faire pour faciliter la vie d'un jeune agriculteur très bien formé, comme nous en avons. Et ça, on ne le faisait pas. Il faut prouver qu'on peut le faire. Et je vous dis, je pense que cette génération, sur 25 ans, elle peut faire de ce pays un pays développé. Mais pour ça, il faut lui donner les moyens de le faire. Il ne faut ni la ralentir, ni évidemment lui faire obstacle. Et ces 2 choses sont arrivées. Il faut faire l'inverse. Il faut se mettre avec humilité à sa disposition. Et c'est une chose que j'essaie de dire partout dans l'appareil d'État. On ne regarde pas la société béninoise d'en haut quand on est dans l'État. On se met avec tous et on est là pour faciliter, c'est-à-dire se mettre à leur service. Parce que les citoyens ont beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de réalisations à leur actif, beaucoup plus de moyens et de façons de survivre intelligemment que ce qu'on croit. Et ce qu'on doit faire, c'est les aider à libérer leur potentiel. C'est absolument pas considéré de très haut
que nous allons ni les réformer, ni changer leur mentalité, ni leur apprendre quelque chose. Non, c'est pas ça le sujet. Et la société est en avance sur l'État. Et ça se voit de partout. Et c'est pour ça qu'on fait 5,5% de croissance. La société est en avance sur l'État. Il est temps que l'État le reconnaisse et dise avec humilité, je me mets à son service. Et les délinquants, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'État, non pas pour faire ça, mais regarder le reste du monde avec mépris et passer une grande partie de leur activité à l'enrichissement personnel, sont des délinquants. Ils sont à côté de la communauté nationale et il faut qu'ils soient considérés comme à côté. Et que malgré toutes nos traditions d'indulgence, toutes nos valeurs de solidarité et de pardon, on dise bien, vous avez quitté le chemin, vous êtes à côté. Mais nous, nous continuons sur le chemin. Monsieur Lionel Zissou, merci beaucoup. Merci à vous.